Bonsoir Emmanuel Davidenkoff, vous dirigez la rédaction de L'Étudiant. Merci d'être avec nous. Bonsoir Natacha Polony, on vous connaît bien. Merci d'être venue avec nous sur BFM TV pour commenter une de vos spécialités, l'éducation. C'est quand même plus que votre dada. Cette consultation aujourd'hui pour la refondation de l'école, grande consultation nationale, bon, elle va vraiment servir à quelque chose? C'est la énième consultation, non? Ou alors elle était indispensable? C'est une vaste blague. Enfin, pour ma part, je suis assez consternée. D'abord, il faut regarder qui dirige tout cela. Quand on met à la tête d'une consultation, d'une concertation, par exemple, quelqu'un comme Christian Forestier, qui est un apparatchik qui est là depuis 1985, qui a fait absolument toutes les concertations depuis ce moment-là, le changement, c'est pas maintenant, c'est très clair. Deuxièmement, il suffit de se souvenir ce qui a été fait en 2004, qui a abouti à la loi Fillon, la loi d'orientation de 2005. Même chose. Grande concertation, parce qu'on avait renoncé au référendum, il ne fallait pas demander au peuple ce qu'il pensait. Donc, grande concertation avec apparatchik, etc. Il en sort un rapport et il en sort une loi qui était de toute façon écrite à l'avance et qui déjà préparait la pédagogie de projet, les expérimentations délirantes. Donc, on va avoir à peu près la même chose. Enfin, je crains qu'on ait à peu près la même chose. Emmanuel Davidenkoff. Je suis pessimiste peut-être. Oui, je pense qu'il ne faut pas insulter l'avenir. D'abord, c'est la première fois que la gauche fait une consultation. D'habitude, c'est la droite qui faisait ce genre de choses. 2004-2005, comme Natacha le rappelait. François Bayrou, à l'époque, avant le nouveau contrat pour l'école. Il y a le questionnaire Mérieux, quand même, en 98. Ah, ce n'était pas une consultation aussi vaste. C'est ça. Non, c'était différent. Et puis, certains vous diront Claude Allègre, comme homme de gauche... Bref, ça pouvait se discuter aussi. Aujourd'hui, mais à l'époque... Sur l'école, excusez-moi, le clivage gauche-droite, bon... En outre. Non, mais en tout cas, c'est la première fois que sur l'ensemble du système, la gauche décide de passer par là. Moi, je trouve ça assez intéressant. D'habitude, la droite le faisait. Pourquoi? Parce qu'elle pense, et d'ailleurs un certain nombre de sondages le confirment régulièrement, que ses idées sont majoritaires dans l'opinion en matière d'éducation. Donc, en revanche, qu'elle allait être bloquée par les syndicats. Donc, elle se disait, tiens, on va contourner les syndicats par l'opinion publique. Ça ne marche pas forcément. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce qui s'est engagé aujourd'hui, cette concertation permette de neutraliser les syndicats. De toute façon, on sait bien qu'il y a des, vraies négociations qui vont commencer au mois de juillet avec les syndicats, loin des ors de la Sorbonne et de la concertation. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas une consultation à la façon de la consultation Tello de 2004-2005, où là, tout le monde, la France entière, était invitée à venir débattre sur l'éducation. Oui, on a tous animé des débats dans les écoles de nos enfants. On a tous, on a tous participé à cette réflexion. Je m'y suis collé aussi. Là aussi, Christian Forestier avait fait un rapport avant, histoire d'être sûr que les choses soient verrouillées. C'était le même. C'était bien. Ce qu'avait fait Claude Tello était intéressant. Ceci dit, le résultat, le contenu des débats n'était pas forcément absolument passionnant. Là, c'est autre chose. C'est une concertation. Je crois que ça a une valeur symbolique aussi. Les enseignants, du moins un certain nombre d'entre eux, les syndicats, les corps intermédiaires, les associations, se sont dit brutalisés, à tort ou à raison, mais se sont dit brutalisés pendant 5 ans par Nicolas Sarkozy. On se retrouve, ça a des vertus cathartiques. Puis surtout, le dernier point, c'est qu'il lui faut un programme à François Hollande en matière d'éducation. Il n'y en a pas. C'est inquiétant ce que vous dites, parce que c'est quand même sa priorité théoriquement. Oui, mais il y a des 60 000 postes. Bon, mais on en fait quoi? On ne sait pas. Et puis sinon, il y a des mots comme l'école primaire, la formation des enseignants, une école les plus rythmes juste scolaires. Et efficace, c'est-à-dire une blague. Comment on s'y prend? Il n'est jamais jusque-là rentré dans les détails. Et donc là, il faut y aller. Et je pense que c'est la fonction de cette concertation, c'est d'essayer d'organiser les choses sur un certain nombre de dossiers pour répondre à la question comment on y va. J'ajouterais juste une chose. D'abord, sur les 60 000 postes, on est bien d'accord que c'est une escroquerie fondamentale, puisque non, on n'est pas tout bien le monde est resté. Il n'est pas d'accord. Tout le monde est resté sur l'idée. Et d'ailleurs, c'est formidable. Écoutez les gens dans la rue. Que disent-ils? 60 000 postes de profs. Mais ça n'est absolument pas vrai. Ce ne seront pas des profs. Regardez ce qui va se passer à la rentrée sur le collège. 6 000 postes, dont 280 postes de profs. Oui, mais parce qu'il y a une crise des vocations et de toute façon, ils ne sont pas là, on ne les a pas. Exactement, on ne les a pas et ça coûterait trop cher que ce soit des profs. Donc, bon. Mais c'est resté comme l'idée qu'on allait créer des postes de profs. C'est formidable d'un point de vue de communication, c'est génial. Deuxième point, sur cette concertation, en effet, Emmanuel Davidenkoff a raison, il serait temps qu'on sache exactement ce qu'ils vont faire sur l'école. Vincent Peillon manie
formidablement la rhétorique, mais si on regarde dans les détails, il y a par exemple des promesses de campagne, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes, qui ont disparu dans les limbes et qui pourtant seraient très intéressantes. Regardez ce qui ne va pas être abordé dans ces concertations. La question fondamentale, empêcher que les jeunes profs soient dans les postes les plus difficiles. Pourquoi cette promesse-là a-t-elle abordé? Mais ça, on espère que ça va être fait quand même. Ça, c'était une des premières promesses de François Hollande. Il avait dit que ce serait discuter un petit peu avec les gens qui vont s'occuper de cette concertation et ils vous diront que ça fait partie des choses qui risquent fort d'être enterrées pour une raison simple, c'est qu'il faudrait pour cela revenir sur le mouvement, sur la façon dont les profs sont mutés, donc sur le pouvoir des syndicats. Voilà. Or, c'est ça le nerf de la guerre. Mais ça ce serait intéressant qu'on s'y mette vraiment. Or, ça va être oublié, ou en tout cas, c'est pas ce qui va ressortir. Ce qui va ressortir, c'est les IUFM, les vieilles lunes. Attendez, ça veut dire que c'est les instituts de formation. Je suis d'accord sur l'analyse et sur les raisons, d'ailleurs, notamment sur cette affaire de mouvement national. Mais une fois de plus, pourquoi décider à l'avance que ça ne fonctionnera pas? Ils tentent une méthode différente. Moi, je trouve ça intéressant. Il faut regarder ce qui va se passer. Les gens qui participent à cette concertation sont tous sauf des abrutis. Ils connaissent notamment le fonctionnement du système. Ils connaissent parfaitement le poids des syndicats. Ils vont sans aucune illusion. Donc, voilà. Non, mais est-ce que l'occasion ne serait pas enfin venue, et peut-être que c'est la gauche seule qui peut le faire, de transformer ce fonctionnement avec ces blocages, puisque par exemple Vincent Payon dit il n'y aura pas de cogestion. Et en même temps, il va discuter avec les syndicats. Est-ce qu'il est capable, et est-ce qu'ils sont capables dans ce nouveau gouvernement et avec ce nouveau pouvoir, d'assouplir ce fonctionnement, de modifier, voilà, cet exemple que vous donniez sur les mouvements de professeurs. Alors là, ce qui est effectivement un geste inquiétant, c'est que de toute façon, ce sera le résultat d'un rapport de force classique entre un gouvernement et des syndicats. Ce qui est un peu inquiétant là-dessus, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a déjà dit on arrête le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, en plus de ça, on crée 60 000 postes qui ne seront pas forcément d'enseignants et qui ne seront pas forcément 60 000, mais enfin, en tout cas, on crée des postes. Qu'on a dit ce sera une loi d'orientation et de programmation, on a quand même lâché un certain nombre de mots magiques qui, d'ordinaire, peuvent servir dans une négo. D'accord, donc c'est déjà aller trop loin. Lâchez-moi ça, je vous lâche des postes, lâchez-moi ça, je vous lâche une programmation. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas en position de force, je trouve, ils ont trop donné déjà. Je trouve qu'ils ont beaucoup donné déjà. Ceci étant, rien que sur la répartition des postes entre le premier et le second degré, il y a quand même matière à créer éventuellement quelques rapports de force intéressants. Et puis les syndicats ont bougé, la FSU a bougé. Emmanuel, moi, je trouve depuis la façon dont ça s'est passé dans la campagne montre bien, alors évidemment il fallait se faire élire, d'accord, mais enfin le flou qui a été entretenu en particulier sur les questions d'éducation montre bien qu'il y a une capacité justement à ne pas prendre les décisions qui fâchent, et le début surtout, les débuts de Vincent Payon dans ce ministère, de ce point de vue-là, sont quand même un petit peu inquiétants. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il s'est fait recadrer immédiatement, non pas par le Premier ministre, mais par les syndicats, immédiatement, qui lui ont expliqué, sur cette fameuse histoire des rythmes scolaires, vous êtes bien gentil, monsieur le ministre, mais c'est nous qui commandons. Alors donc, attendez, là-dessus, justement, concertation qui avait déjà eu lieu. Rythmes scolaires. C'est quand même rythmes scolaires un instant, puisque c'est une des annonces... prolongation des vacances de la Toussaint qui serait compensée par 1 ou 2 jours à la sortie, enfin à la fin de l'école. C'est là où il va y avoir le plus de blocage, mais pas seulement par les syndicats, parce que les structures touristiques, les maires qui trouvent que c'est trop cher d'ouvrir les écoles à certains moments, les parents, les familles qui s'organisent et qui sont désorganisées. Est-ce que c'est un gros enjeu? Est-ce que c'est prioritaire dans les dossiers de l'école? Très honnêtement, c'est quelque chose de purement cosmétique. Oui, ça touche à la vie quotidienne des gens et c'est pour ça que ça nous intéresse tous. Mais est-ce qu'il faut les changer ces rythmes scolaires? Sur l'avenir de l'école, très franchement, c'est vraiment quelque chose d'accessoires et où en plus tous les gens à peu près raisonnables sont d'accord. La question maintenant, c'est de lever en effet les blocages de gens qui ont des intérêts autres que ceux des gamins. Des enfants, c'est-à-dire qu'il faut aménager ces rythmes scolaires et il faut les changer. Ils sont trop lourds, ils sont trop longs. On est double recordman mondiaux de l'année scolaire la plus courte et des journées les plus lourdes. Donc c'est effectivement le bon sens. Tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde le sait. Tout le monde est d'accord là-dessus. On a passé un an à en discuter déjà. Le deuxième point, c'est qu'un certain nombre de savants qui s'occupent des rythmes et de la santé de l'enfant et de sa concentration disent que la coupure du milieu de la semaine est beaucoup plus fatigante que d'avoir une semaine de 4 jours et demi aménagée, etc. Ceci étant, c'était vrai à l'époque où Nicolas Sarkozy a décidé, parce que c'était lui, c'était pas Darcos, de faire la semaine de 4 jours. Et il était possible pour les conseillers d'administration des écoles de ne pas la faire. Il y avait une procédure dérogatoire qui était possible. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même que 95% des écoles n'ont pas suivi cette procédure dérogatoire. Bon. Donc on sait, sur le dos des enfants,
enfants, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sur le dos des enfants, le monde adulte, y compris les enseignants pour le coup, se sont fait une journée de congé supplémentaire. Pas de congé. Évidemment, non mais je Oui, suis oui, entièrement d'accord. Supplémentaire. Donc c'est ça, et les levées de boucliers là, parce qu'on parle de quoi sur les vacances de la Toussaint? On parle de 2 jours. Je veux dire, la terre tremble pour 2 jours. Vous voyez la suite? La terre tremble pour 2 jours. d'autant Donc plus, oui, les enjeux sont considérables. Pour moi, la plus qu'il clé, s'agissait de c'est faire un est-ce que cadeau pour une avant les fois, législatives. est-ce C'est que juste ça. oui, il y avait ce enjeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas Est-ce que parlé du pour une raccourcissement fois, des on se grandes posera la vacances. question de l'intérêt de l'enfant dans une réforme de l'éducation. Pour moi, c'est la seule question qui se pose parce que c'est une chose qu'on n'a jamais faite. Alors justement, on va écouter Jean-Marc Ayrault. Il a ouvert cette grande concertation et il est revenu sur le socle, ce fameux socle de connaissances, et il dit ça n'a pas marché. Lionel Jospin avait fait adopter 2 objectifs forts dès 1989. Qu'aucun jeune ne sorte du système éducatif sans qualification reconnue et que 80% d'une génération puisse accéder au niveau du baccalauréat. La loi de 2005 a complété cette ambition en introduisant la notion de socle commun des connaissances et compétences. Voilà, et ça n'a pas tellement marché, et c'est compliqué, et c'est ça. Ce qui est merveilleux dans ce panorama, c'est qu'on a en effet la continuité absolue entre la loi de 1989 de Lionel Jospin, la loi de 2005 de François Fillon, qui se sont inscrites exactement dans la même lignée, et Jean-Marc Ayrault est en train de nous expliquer qu'on va continuer, c'est-à-dire que le socle commun... il dit ça n'a pas marché, on n'a pas écouté la fin. Il dit ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ce qu'il dit ensuite, c'est on continue sur la logique du socle commun, simplement... tout le monde est d'accord que la façon dont c'est décliné, là, c'est vraiment une aberration absolue. Le livret de compétences qui oblige les enseignants à des tâches administratives auxquelles les parents, d'ailleurs, ne comprennent rien. Bon, ça, on s'accorde à peu près. Mais on va quand même continuer dans cette idée, en gros, je schématise un peu, je sais que ça va faire hurler Emmanuel, qu'on ne va plus transmettre des savoirs, mais qu'on va évaluer les compétences des élèves, c'est-à-dire leur capacité à travailler en groupe, à rédiger un texte en français, enfin des choses totalement variées. La réponse d'Emmanuel pour finir, attention. La réponse sans hurler. Le socle, c'est des connaissances et des compétences. Et oui, on oublie très vite les connaissances, vous le savez. Vous savez ce que je pense de ce débat. Je pense que quand un enseignant rentre dans une classe, enfin tous ceux qui en ont témoigné auprès de moi, puisque je sais que vous avez exercé ce beau métier, mais en tout cas tous ceux qui me le disent, ne rentrent pas dans une classe en se disant oulala, je vais faire très attention à ne transmettre que des savoirs et surtout pas de compétences aujourd'hui. Ou alors tiens, si aujourd'hui je vais peut-être transmettre quelques compétences, c'est pas de savoir. Donc je pense que c'est une entrée. C'est un ensemble, c'est ça. Non, sur le fond de la question, là où effectivement je vous entends, ce mot de refondation, il est ambigu. C'est-à-dire à la fois il porte une promesse extrêmement forte, donc il y a un gros risque d'ailleurs pour le gouvernement de déception derrière, mais on peut aussi l'entendre comme restauration. Et je ne dis pas ça dans le registre culinaire, hein, je dis bien ça dans le registre historique. Et donc effectivement, retour à 89 et on fait la loi de 89 qui n'a jamais été faite. Bon, parce que le grand problème quand même des lois sur l'éducation, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. C'est ça le souci. On en reparlera donc. Merci. Elles ont été un peu trop appliquées. Merci à tous les deux.